tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, donc épisode 99. Donc aujourd'hui on va parler donc de freelancing, de digital nomade, avec donc une spécialiste dans de ce domaine-là. Enfin spécialiste, elle est quand même freelance depuis 2 ans, donc qui a quitté donc Paris pour Bali. Donc je te dis tout, après on va remercier les sponsors. Comment être un freelance rentable? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément 2 types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales, c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients, et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro, et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/freelance, donc thierry-du6henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, j'ai aujourd'hui donc Margot Roux, qui est donc une spécialiste de la communication et du marketing, et qui va en fin de compte nous parler de son parcours, comment donc elle a quitté Paris pour aller à Bali, parce que donc elle en avait marre donc, du métro boulot dodo, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, comme moi aussi, qui suis actuellement donc, une activité indépendante et du freelancing, comme beaucoup qui écoutent, qui se posent des questions. Et donc là on va y répondre avec Margot, qui est encore donc, dans le cheminement, mais qui a déjà fait un grand parcours par elle-même. Donc je te dis donc à tout de suite avec Margot Roux. Salut Margot, comment tu vas? Salut Thierry, ça va? Et toi? Très bien, merci. Je t'entends mal, donc il faudra peut-être te rapprocher. Ah, ok. Voilà, c'est mieux là? Parfait. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler donc de travail indépendant, de nomadisme. On va donc suivre un peu ton parcours, et actuellement, donc, on sort du confinement, donc ça tombe bien. Certains ont cherché des inspirations et des moyens, en fin de compte, de continuer une activité plutôt en ligne que de faire du métro boulot 2. Donc tu vas nous parler un peu de ton parcours. Et Mhm. puis on va parler donc de plein de petites questions. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et on va parler donc de travail indépendant et de nomadisme. Ok, donc moi c'est Margot, j'ai 31 ans, je suis parisienne à la base et en fait après avoir suivi un parcours assez classique, études, stages, CDI, je me suis sentie pas à mon aise, pas à ma place en entreprise, et donc après quelques années où ça a été un peu une lutte permanente pour essayer de quand même rentrer dans le moule, mais finalement j'y suis toujours pas arrivée, j'ai pris la décision de partir en quête de mon mode de vie idéal, et donc pour ça j'ai pris un aller simple pour Bali. Et donc là, je me suis dit, bon, bah voilà, tu as 1 an pour trouver ton mode de vie idéal. Et je dois dire que j'ai réussi à le trouver. Donc je suis vraiment contente. Et donc aujourd'hui, je vis entre Paris et Bali. Et donc je suis freelance en communication et marketing digital. Voilà. D'accord. Donc j'ai déjà plein de questions pour toi. Donc tu disais en fin de compte que ça ne te convenait pas. Qu'est-ce qui te convenait pas dans ce que tu faisais? Parce que tu as quand même, il me semble, des bonnes études. Donc tu as plutôt tu as une bonne situation. Tu pourrais rester à Paris et être plutôt contente, on va dire, dans des belles boîtes. Oui, bah en fait, mon travail en lui-même, je l'ai toujours beaucoup aimé parce que, enfin voilà, d'ailleurs, je l'exerce aujourd'hui en freelance, donc c'est que finalement, cette activité bah, me plaisait de base. Mais je me sentais pas à ma place en entreprise. Alors déjà parce que c'était des contraintes qu'on m'imposait, et je pense que c'était un côté qui me convenait pas du tout, le fait de devoir être au même endroit tous les jours, de telle heure à telle heure, d'obéir à un patron, d'avoir une to-do list définie des missions, évaluées derrière, et puis tout cet écosystème de l'entreprise qui était, enfin, en fait, quand je l'ai découvert, ça a été vraiment une surprise pour moi, parce que je pense que quand on fait des études et tout ça, on est un peu coupé du monde de l'entreprise. Et quand on y vient enfin, je pense qu'on s'est tous fait un peu des montagnes ou des idées ou un idéal de ce que ça allait être. En plus, à mon époque, peut-être moins maintenant, mais le CDI, c'était vraiment le Graal à partir du moment où, enfin, Ça tu n'a étais pas dans changé tes études. malheureusement. Vraiment, ouais, d'accord. C'était vraiment le CDI, c'était la lumière au bout du tunnel, enfin, voilà, le trophée, quoi. Et le jour où j'ai signé mon CDI et que je me suis retrouvée dans un bureau devant un ordinateur, et que je me suis dit, en fait, ça va être ça ta vie pendant plus de 40 ans. Je me suis dit, ben, en fait, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Et là, je me Donc suis toi, c'est vraiment... venu naturellement. C'est pas comme certains qui le font, qui livrent un bouquin ou qui ont un exemple d'un entrepreneur en ligne qui fait des vidéos. Ah, pas Toi, du c'est tout. vraiment, c'est venu tout seul, quoi. Ouais, c'était vraiment un mal-être que je ressentais au plus profond de moi. Et en fait, ce mal-être, il s'est approfondi avec les années.
comme si en fait je vivais la vie de quelqu'un d'autre, tu vois, et en fait tu te sens enfermé, tu te sens mal, tu t'étais dans une espèce de spirale dans laquelle tu trouves pas de sens. Et moi je comprenais pas. En plus, t'es dans un système. Alors moi, j'ai peut-être pas été dans les bonnes boîtes, ou tu vois, j'aurais peut-être été plus à l'aise dans le monde des startups, ou j'en sais rien, mais j'ai fait beaucoup de grands groupes et j'ai à chaque fois été confrontée à des choses qui me révulsaient en fait. Le côté très politique, des directions. En plus, moi, j'étais à un niveau assez élevé, donc j'étais assez confrontée à ça. L'hypocrisie des gens. T'avais quel poste? J'étais responsable communication interne, donc j'étais en fait à la DIRCOM, et du coup, j'étais pas mal quand même au niveau direction, tu vois. Donc en Et plus, t'es bien payé, t'as un bon niveau, t'es dans des grands groupes, qui en général pour ouais, certains trouvent ça bien, mais t'es pas ouais. contente. Bah non. Et puis oui, au-delà, alors ça c'était le côté un peu carriériste politique que je pouvais constater. Et il y avait l'autre côté où des gens en fait n'étaient pas heureux dans leur travail et du coup passaient leur temps à se plaindre, à dire que c'était comme un lundi, à dire vivement le week-end, à parler que des week-ends, que des vacances. Et en fait, j'étais désolée, tu vois, j'étais vraiment là, mais c'est triste en fait d'être dans cette fatalité de l'existence, tu vois, de subir un travail qu'on n'aime pas, dans lequel on passe des heures et des heures, enfin on y passe quand même énormément de temps. Bah, Et si c'est... 7 heures, 8 heures par jour, ça dépend des boîtes. Et en plus, quand on est en plus cadre, en général, on fait plus même des fois. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai jamais compris ce côté. Alors si, après, maintenant, je le comprends mieux parce que voilà, j'ai compris le système un peu de valeur des gens, j'ai compris la culture du travail en France, le côté on fait passer la sécurité et le confort avant, et la propriété, et, enfin tous ces systèmes en fait qui fondent un peu notre système de société. Et en fait, moi, je m'y retrouvais pas du tout, et très naturellement, sans avoir effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de modèle de comment faire autrement, j'ai dû appuyer sur la touche Escape. Et Voilà. donc, tu as fait la pluche escape, t'as pas eu peur. Tu t'es pas dit, ouais. Est-ce que donc, déjà, j'ai déjà une question bizarre, hein. Est-ce que tu viens d'une famille riche? Est-ce que tu t'es dit, oh non, moi je kiffe, pas grave, je pourrais vivre tranquillement. Alors, moi, je viens d'une famille classe moyenne. Mes parents viennent d'un milieu très modeste, et ils ont travaillé très dur toute leur vie. Ils ont eu des carrières en entreprise, de la génération de nos parents, quoi. Tu vois, tu restes 40 ans dans la même boîte, et t'as une retraite confortable. Donc, disons on a eu une bonne vie, voilà, classe moyenne. Donc, D'accord. effectivement, pas de problème Donc, d'argent. pour revenir, pas problème d'argent, donc, mais est-ce que donc, quand tu es parti, tu avais ce qu'on appelle le. Enfin, ce qu'on appelle. Ouais, la CDI, en fin de compte, hein. J'allais dire, parce que moi, je suis toujours sorti du CDI pour prendre ce qu'on appelle le projet de retour à l'emploi. J'avais toujours, quand je partais, j'avais une raison. Je partais pas comme ça. Je me disais, ah, j'arrête. Ouais. Même si je l'ai fait ça, parce que je suis parti à Londres un an, c'est vrai, c'est un peu comme toi, mais il y a un bout de temps. Mhm. Et à l'époque, j'ai pas pensé à Bali, malheureusement. Mais bon. La question, donc, pourquoi donc partir comme ça? Est-ce que tu avais un matelas de sécurité, que ce soit la CDI ou les parents, ou est-ce que donc, pourquoi Bali aussi? Non, moi j'ai toujours refusé de compter sur mes parents, alors peut-être à tort, mais j'avais un peu en tête ce côté de m'assumer toute seule. Par contre, j'ai effectivement réussi à négocier une rupture conventionnelle qui m'a ouvert des droits au chômage que j'avais déjà d'avant, et donc j'avais en gros un an de chômage devant moi, et de l'argent que j'avais moi-même mis de côté. J'avais plus de 10 000 € de côté, donc je m'étais dit bon bah Ouais, ça va. entre ça et le chômage, je devrais m'en sortir. Et en fait, quand je suis partie, j'avais pas du tout en tête de me dire je vais me lancer en freelance. Enfin, c'était une option, mais parmi d'autres. Et je me disais aussi bien, je pars 6 mois faire un break, et puis quand je reviens, je prends un boulot dans une start-up qui me conviendrait peut-être certainement plus que un grand groupe, et on verra bien, quoi. J'étais juste en mode, en fait, là, j'en peux plus, donc c'est bouton Enfin, stop. tu as fait ce que les gens ne font pas, tu t'es écouté. Il y en a plein qui s'écoutent, Ouais. qui se disent un jour ils vont le faire, ils le font pas. Et bon, en plus, tu es peut-être plus courageuse que d'autres, hein, Ben, sans manquer alors de respect à ceux justement, qui sont. il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'es hyper courageuse, et en fait moi j'ai pas du tout trouvé que j'avais été courageuse, mais bon après c'est des Mais moi, si, mais perceptions. je vais dans ton sens, parce que moi, je suis indépendant et j'ai créé plusieurs boîtes, j'ai fait plusieurs folies. Donc, souvent, on m'a dit courageux, et maintenant, moi, j'ai son autre terme. C'est-à-dire que Ouais, c'est courageux de garder 40 ans un truc qu'on n'aime pas. Donc, c'est lâche pour certains ou courageux. Je me dis, moi, je pourrais pas. Donc, comme je suis peut-être lâche, alors, je préfère sortir et me ouais. dire que je peux pas rester pendant En 40 ans. Donc, tu fait, peux le prendre dans les deux sens. c'était pas du courage. Je dis souvent que c'était pas du courage, c'était de la survie. Parce que j'en étais à un point où en fait j'étais en train de m'éteindre totalement. Et je pense qu'en fait, si j'avais pas fait ça, bah, je serais tombée en dépression. Ou tu vois, en fait, j'aurais mal tourné, quoi, au niveau psy, au niveau. Parce que t'es dans un tel mal-être dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête, que tu deviens malade, en fait, tu vois. Mais toi, Et c'était vraiment un cas spécial parce que
en général, quand on fait tout ça, on fait aussi un boulot qu'on n'aime pas. Donc toi, c'est plutôt la structure, j'ai compris aussi. Ouais. Mais tu fais un boulot que t'aimes. Donc comment Oui, c'est que tu n'arrives pas à t'épanouir, à savoir que tu fais quand même un truc que tu aimes. bah, parce T'es que pas t'es pas dans la bonne boîte, mais tu fais un truc que tu aimes. ben, j'étais dans la bonne. Franchement, en fait, j'étais au sein du groupe Go Sport. Donc, en plus, c'était Ouais, génial. ça Tu va, vois, ouais. je bossais dans le sport, je bossais avec les magasins Courir, dans le lifestyle. Franchement, c'était génial. On était souvent en magasin avec les équipes. Honnêtement, le boulot, je l'aimais beaucoup. Mais je ne supportais plus. Alors, déjà, vivre à Paris, prendre le métro tous les jours, être dans un bureau gris, à Alfortville. Enfin, en fait, cette espèce Excusez-nous de. les gens d'Alfortville, hein, désolé. Non, mais tu vois, c'était gris, c'était du béton, c'était. Et il y avait un côté, ce que tu as dit aussi, de direction. Peut-être que tu n'aimes pas À être toute l'ambiance, naturellement. Ouais. toutes les contraintes en fait du fonctionnement d'un grand groupe comme ça, je pense qu'effectivement ça m'allait pas. Et puis moi, je suis quelqu'un qui, je suis un peu un électron libre, donc en fait, j'ai besoin de choisir mes contraintes. Et là, je les subissais. Et je pense que du coup, ça m'allait pas du tout parce que en fait, je choisissais pas, tu vois. Et on était tous un peu dans cette espèce de cercle vicieux où tu travailles du lundi au vendredi sans trop choisir. Du coup, tu arrives le vendredi, bah, tu vas faire la fête parce que tu as besoin de décompresser. Du coup, le samedi, tu es crevé. Enfin, et puis, tu essaies de combler tes vacances et tes week-ends avec bah, je pars en week-end là, je vais. Enfin, et en fait, j'avais l'impression que c'était une accumulation Ouais, t'es de, dans la pure rat race, quoi. T'es dans ouais, le. je Ça tourne, remplissais ça des tourne, c'est trous toujours tout le pareil, temps quoi. et ça tournait, ça tournait. Effectivement, je trouvais pas de sens. Et alors après, encore une fois, ça convient à plein de gens et je suis pas du tout en train de, tu vois, de remettre en question ça. Mais juste, moi, je me sentais pas du tout bien là-dedans. Je trouvais plus ma boussole, quoi. Et voilà, j'étais déboussolée, en fait. Donc, Et je vais reposer voilà. la question que tu m'as pas posée, tu m'as pas répondu. Pourquoi Bali? Alors Bali, parce que j'y suis partie en 2014 pendant mon tour du monde. Donc, j'ai fait un tour du monde de 8 mois et je m'y suis sentie vraiment chez moi. J'ai adoré l'ambiance. Je suis quelqu'un qui adore les îles tropicales, la culture surf et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de l'île. Et il se trouve qu'en fait, entre donc 2014 et 2017, le moment où je suis partie, Bali est devenu un hub de digital nomades. Donc plein de freelances, d'entrepreneurs qui se sont installés là-bas en fait pour créer des business en ligne, des choses comme ça. Et je me suis dit, ben, s'il y a de l'inspiration à trouver, autant aller là-bas. Donc en fait, ça réunissait pas mal de choses et je me suis dit, c'était un peu une évidence. Enfin, en tout cas, en moi, c'était vraiment une évidence de partir là-bas. Bon, moi, je devais y aller là au mois d'août, mais je pense que ça va être compliqué. Oui. Surtout que j'ai voulu faire les passeports hier. On m'a dit non. J'avais le rendez-vous, hein, je me déplace pour le passeport. On me dit non, il n'y a pas de passeport, il faut vous débrouiller autrement. Pourtant, Ah j'ai ouais. payé le temps. Enfin, voilà, bon, Mais, parenthèse. Donc, toi, normal, tu dis tour du monde de 8 mois, tu détailles pas. C'est normal. Tu as fait 8 mois, c'est facile, c'est cool, la belle vie. non, bah, en fait, ça a été le début de ma remise en question. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pris un premier CDI après avoir fini mes études et je me suis dit, bon, je me sens pas bien, je suis pas prête, je dois avoir trop travaillé pendant mes études, j'ai pas pris du tout de temps pour moi, donc peut-être que j'ai besoin d'une pause. Et puis, je suis peut-être encore pas très mature, donc pas trop prête non plus en termes de maturité à affronter voilà, le côté carrière, le monde du travail et tout. Donc, au bout d'un an, j'ai fait une première du coup rupture conventionnelle et je suis partie 8 mois autour du monde sur une thématique autour de effectivement le surf et j'en ai profité pour lancer un blog autour du voyage. Et en fait, c'est là que j'ai découvert un peu le mode de vie digital nomade, mais sans penser que ça pouvait devenir mon mode de vie en fait. Parce qu'à l'époque, c'était quand même pas du tout répandu. Déjà, le mode de vie freelance, personnellement, j'en connaissais rien du tout. Et du coup, ben, j'ai passé mes 8 mois de tour du monde sur mon ordinateur, à squatter dans les cafés, à prendre mes photos, les retoucher, partager avec ma communauté, interviewer des surfeuses et tout. Et je me suis dit, mais waouh, franchement, si je pouvais vivre comme ça toute ma vie, ce serait juste un kiff énorme. C'est quel Et blog? Parce que tu l'as pas cité. Il alors, est toujours actif? ça s'appelait Sport and Sound, mais je l'ai modifié. Maintenant, c'est Margot Roux, c'est mon site à moi. Mais du coup, il y a D'accord. toutes les archives du voyage dedans. Et du coup, après, au bout de 8 mois, je suis rentrée à Paris bah, pour reprendre une vie normale. Et j'étais hyper contente de reprendre un boulot parce que ça m'avait vachement manqué. Mais à la fois, je suis retombée dans le travers, cette vie ne me convient pas. Et donc, le deuxième départ fut le bon cette fois. Voilà un peu le cheminement. D'accord. Donc ensuite, on va faire un bond. Donc tu vas à Bali, tu fais le tour, tu vois en fin de compte le hub. Et donc, quelle est la suite? Comment tu fais pour trouver ton nouveau client, ton premier client? Bah, en fait, je me suis dit en arrivant à Bali, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je me disais, bon, j'ai envie d'écrire et j'ai envie de créer une marque de yoga. Donc, je me suis dit, bon, bah,
je vais créer une marque de yoga. Pour écrire, on verra. Et puis en fait, j'ai un chef d'entreprise qui m'a contacté sur Instagram en me disant ah, j'aime bien tes posts. Est-ce que ça te dirait d'écrire pour mon blog? Enfin, il lançait un site de séjour surf autour du monde et tout. Et en fait, il m'a demandé d'écrire sur chaque destination, en gros, un topo sur les spots, sur le climat, enfin, en gros, des articles d'infos. Donc, ça a été mon premier contrat, donc j'étais contente parce que du coup, j'avais eu rien à faire pour l'avoir. J'avais même pas encore créé mon statut d'auto-entrepreneur, donc tu vois, c'était Je pense vraiment. qu'il y a plein de freelances qui sont jaloux, là. Ils disent, ah là, t'as même pas eu à, t'as même pas eu à prospecter, sauf nous à toi. Oui, bon, Non, mais après, c'est ça bien, va, c'est que, c'était un petit contrat c'est que tu dois avoir hybride. un bon talent d'écrit, donc c'est pas mal déjà. Bah c'est ouais, bon, on va dire que la rédaction c'est vraiment mon point fort et j'adore ça depuis petite. J'écris des histoires, je lis beaucoup de livres. Enfin c'est mon truc, Et la pour parler littérature. chiffres, donc tu dis que c'est un petit contrat, c'est-à-dire Oh c'était 400 €, tu vois, c'était un petit truc. pour le mois ou pour l'émission? C'était, je sais plus combien il y avait d'articles, mais c'était des petits articles, tu vois, thématiques. Je me souviens plus exactement, mais Et 400 €, t'étais en France ou t'étais à Bali là? non 400 €, hein, pas 14. Ah, ou 400 €, ouais. Ouais ouais. Non Et non t'étais j'étais à à Bali? Bali. Ouais ouais j'étais Ouais, à donc ça Bali. va, 400 € à Bali, t'es Ouais, ouais, bien. mais alors du coup, en fait, parce que moi, du coup, autant je suis bonne en écriture, mais alors tout le reste, laisse tomber. Donc évidemment, on m'avait dit que Pôle emploi, tu sais, tu déclares ce que tu touches en première facturation, et puis Pôle emploi complète. Donc j'ai fait ça, et puis en fait, Pôle emploi ne m'a plus rien versé, parce que Bah oui, toi. évidemment, je n'avais pas déclaré mon statut d'auto-entrepreneur, j'étais restée en recherche d'emploi. Donc, j'ai dû revenir en France en urgence parce que j'avais plus de sous et voilà pour rétablir un peu le truc. Et donc, je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain sans ressources financières parce que j'avais merdé et du coup sans client parce que ça avait été une mission one shot et en fait je me suis dit ok donc là en fait Margot tu te retrousses les manches parce que de toute façon ton chômage il finit en novembre, on est en mai donc va falloir vraiment que tu mettes les bouchées doubles. Et donc là j'ai sorti les rames, je me suis mise en mode combat et je me suis inscrite sur tous les sites de freelance, j'ai communiqué sur LinkedIn, j'ai réactivé le réseau et en 2 mois, j'avais 5 clients qui me faisaient confiance et j'ai pu retourner à Bali. Voilà. 5 clients en 2 mois, c'est énorme. Ouais. Ah, t'es une Bah, en championne. fait, non, mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, comme mon but numéro un, c'était de retourner à Bali, j'ai absolument tout pris et j'ai répondu à tout. Et du coup, en fait, j'ai merdé aussi à ce niveau-là. C'est qu'au départ, T'avais un vrai pourquoi, donc t'as bah, trouvé c'est ce qu'il ça. fallait. Mais du Est-ce coup, que, tu est-ce vois, que les 5 missions étaient des belles missions? justement, j'ai pris vraiment ce qui venait, des trucs que j'avais pas forcément fait avant, des trucs pas très bien payés parce que forcément, quand t'as pas d'exigence, tu prends tout ce qui passe et souvent avec des gens qui ne connaissent pas ton métier, qui sont pas vraiment prêts à mettre des sous, donc voilà. Et en gros, ouais, j'avais 5 clients. En gros, c'était surtout du social media, donc tu vois, community management et stratégie. Mais du coup, c'était vraiment des petits contrats et je m'en sortais avec 5 clients pour, on va dire, entre 1200 et 1500 € par mois de facturé, tu vois, donc c'était rien. Et Mais donc, ouais, mais t'étais 1 200 €, mais t'étais quand même à Bali, toujours à ah oui, Bali. oui, bah du coup, ça me permettait de vivre à Bali et c'était génial. Et Enfin, t'encaissais en France ou t'encaissais à Bali? non, par contre, j'ai toujours tout déclaré en France parce que je voulais pas sortir du système Mhm. et je voulais continuer à Surtout que pour les paiements, c'est plus cotiser. simple souvent. Ouais, bah tout en fait, c'était plus simple pour tout. Étant donné que je rentre en France régulièrement, tu vois, pour le médecin, enfin plein de choses, c'était plus simple. Donc je suis restée sur ce système-là. Et en fait, de toute façon, digital nomade, on est un peu dans un vide juridique parce que généralement, alors non, j'ai des copains qui déclarent ailleurs, enfin, qui ont créé des boîtes dans d'autres pays pour justement être un peu plus libre. Mais moi, j'ai voulu rester dans le système français. Donc en fait, c'est comme si je vivais en France, quoi, aux yeux de l'État français. J'ai Donc, tu absolument déclares pas tes de. impôts en France? Ah, je fais tout comme si j'habitais en France. J'ai mon foyer fiscal en France, voilà. C'est juste, Ah ouais. je suis en voyage tout le temps, en fait. C'est juste ça. Ouais, mais est-ce que tu fais plus de 6 mois hors de France? Ça peut arriver, ouais. Ouais, ouais, donc c'est pas normal. Tu devrais faire ce qu'il faut pour payer moins d'impôts et dire que tu es fiscalement ailleurs. Oui, mais Après, je suis c'est vrai pas que tu as plein. fiscalement ailleurs. Je déclare tous les mois, donc Ouais, tu déclares tous les mois, mais tu vis plus de 6 mois à l'étranger. Donc, quand tu vis plus de 6 mois à l'étranger, logiquement. Après, moi, par exemple, si je voudrais le faire, je pourrais pas le faire parce que mes enfants sont domiciliés à l'école française, donc j'ai une preuve, mhm. ils ont une preuve. Mais si toi, tu as la preuve que tu fais plus de 6 mois, tu peux te dire, ben non, je ne paye pas mes impôts en France parce que je suis française, mais je suis étranger plus de 6 mois. Mais bon, toi, tu n'as pas envie, j'ai bien compris. Et je pense que je vais avoir la solution après, parce que je pense que tu n'es plus à 1200. Donc, comme tu n'es plus à 1200, ça te dérange moins, on va dire. Oui, voilà. Donc, on va pas avancer. On va pas avancer. Donc, peut-être 5 clients, tu as fait un peu de community management, comme beaucoup, hein, parce que c'est souvent ce qu'on Oui. a vu.
Bah oui, puis en Ou plus, de l'écrit je pour ceux pense que ça que va écrire, hein. je me disais au démarrage, en fait, mon job plutôt corporate d'entreprise, c'est impossible pour moi enfin, de le pratiquer depuis Bali. Donc la seule ressource, c'est rédiger des articles de blog et faire du community management, parce que c'est des choses que je peux faire à distance et où j'ai pas besoin de voir le client. Donc ça a été mon D'accord. postulat de base quand j'ai commencé, quoi. Et tes clients sont toujours français, il n'y a pas donc d'autres pays des fois Non, qui te. D'accord. Et donc tu non, passes, non. t'as pas des plateformes, on a fait un bon sans vraiment développer. Tu es passé quoi par Malte, Codeur, tout Ouais, ça? Malte, 404 Works, à ce moment-là, il y avait quoi? Finder. Et t'as trouvé avec eux? Ouais, Sérieux? ouais. Ah non, mais Ah quand je ouais. t'ai dit que j'ai sorti les rames, j'étais en mode Et bulldozer. qu'est-ce que tu as fait de plus? Parce qu'en fin de compte, il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu as fait de plus que ça? Que pour être vu sur cette plateforme, il faut vraiment y aller. Parce que souvent, bah, Bah, je il y a t'assure tellement de que monde. j'ai rien fait Tu as d'autre fait que de du répondre à SEO, des tu as fait des amis. recommandations. Non, Même rien. pas? Non. Après, D'accord. peut-être qu'à ce moment-là, il y avait moins de monde, je sais pas. Mais en tout cas, Et en général, tu as eu des contrats par quelle plateforme? Faire un bah, portrait plus. partout, en fait. J'ai eu mon contrat principal par Malte, un client avec qui je Ouais. travaille toujours d'ailleurs, donc ça fait 2 ans de collaboration aujourd'hui, donc c'est vraiment génial. Et les autres, alors, il y en a eu un par 404 Works, un autre par Finder, justement, et deux autres par LinkedIn, parce que c'était des anciens, enfin des personnes avec qui j'avais pu travailler auparavant. Et en fait, LinkedIn, c'est vraiment un top, une plateforme géniale pour trouver des clients, et surtout quand c'est des gens avec qui tu as déjà travaillé, qui savent comment tu bosses, ben c'est chouette, quoi. Enfin, c'est des beaux contrats aussi. Et donc, concernant donc, ta situation, est-ce que donc, les gens savaient que tu étais à l'étranger? Est-ce que ça ne les dérange pas? Parce que dès le départ, tu viens, tu restes dans les bureaux un moment pour leur faire plaisir, ou Ouais, dès j'ai le un peu départ, fait tu leur ça. dis? D'accord, ok. Ouais, ouais, j'ai un peu fait ça. Au début, j'ai rien dit parce que l'idée, c'était d'abord de signer le client, évidemment. Donc, j'étais en France, je me lance, voilà. Après, quand ça a été lancé, que je leur ai prouvé ma valeur, entre guillemets, donc la collaboration avait eu un mois et demi d'ancienneté. Je leur ai dit, bon, bah là, je pars à Bali pour l'été. Enfin, en gros, c'était un peu. Franchement, j'ai pas été très, très honnête sur le coup parce que j'avais pas envie de leur faire peur. Et je me suis dit, bon, bah, on va voir ce que ça donne à distance. Et en fait, ils ont vu très vite que la distance ne posait aucun problème. Et même moi, hein, tu vois, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer parce que je ne l'avais jamais vraiment fait, travailler avec des clients à distance, à part ce premier petit contrat qui était de la rédaction. Donc, je ne savais pas du tout comment les autres clients allaient réagir. Et en fait, bah, ça s'est hyper bien passé. Ça a été très vite un non-sujet. Là où au démarrage, ben, tu vois, eux-mêmes me l'ont dit plus tard. Ils m'ont dit, bah, c'est sûr qu'au début, enfin, on l'avait jamais fait, on ne pensait pas que ce soit possible. Et puis quand tu as quelqu'un, un collaborateur qui dit, bon, bah, je pars à Bali, je fais du surf et tout, tu as un peu l'image de la personne, elle part en vacances et en fait, elle ne va pas du tout travailler, quoi. Et au contraire, ça a été plutôt l'inverse parce que moi, je démarrais, j'avais d'autant plus la pression de prouver ma valeur que j'exerçais depuis Bali. Tu vois, ça te fout une pression supplémentaire parce que dans l'image des gens, ben, c'est tu vas pas bosser. Ça Donc, dépend en fait de la structure, parce que là, on l'a vu avec le confinement. Certaines boîtes y ont mis, d'autres ont encore du mal. Moi, j'ai même la preuve, parce que dans mon couple, c'est pareil. Moi, je suis freelance. J'ai une partie freelance, mais ma femme, comme j'avais trois à gérer, donc à un moment, je lui ai dit, ben, viens un peu m'aider, parce que les trois, c'est mhm, compliqué. bah oui. Elle faisait un peu le matin, mais la patronne ne comprenait pas, quoi. Et même toute son équipe, parce que pendant le confinement, tout le monde travaillait à domicile, entre parenthèses, ou Mhm, en partie. Et même là, elle a fait tout le monde revenir à la situation classique. Pourtant, leur business a fait un carton. ouais, Mais je pense que c'est elle, personnellement, elle a peur pour elle. Dès que tu es hors de vue, tu bosses ouais. pas. C'est pas possible. Bah, c'est ça, ouais. Donc, je pense que Il ça y a dépend des beaucoup de gens boîtes. qui sont pas encore prêts. Mais Et du donc, coup, toi, des boîtes, là, c'est plutôt tu des vois, startups? C'est quel type de boîte? c'est plutôt des PME ou des petits entrepreneurs. Enfin, D'accord. c'était surtout ça au début. Mais là, du coup, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Tu vois, pour ta femme, c'est travailler à la maison. Moi, c'était travailler sous les palmiers à la plage. Donc, C'est t'imagines vrai dans en plus. l'imaginaire des clients, le Ouais, c'est délire. vrai. C'est Ouais, la ouais. meuf, elle est les pieds dans l'eau, elle est au bord de sa piscine. Enfin, du coup, c'est encore plus compliqué d'avoir de la crédibilité, enfin, qui te fasse Et est-ce vraiment que donc, confiance. automatiquement, il ne faut pas se dire quand on prospecte de travailler plutôt avec des jeunes que des gens qui sont à 50, 60 ans qui ne vont pas comprendre? Euh, Ou ça dépend? Je pense que ça dépend. Ça dépend de la personne en face. Après, effectivement, c'est sûr qu'au niveau générationnel, je dirais que j'aurais plus tendance à dire qu'un patron jeune sera plus à même de comprendre. Et pour autant, tu vois, j'ai des amis qui sont dans des startups avec des patrons assez jeunes, qui sont pas pour autant hyper télétravail. Donc, ça doit vraiment dépendre. Puis Ça ça dépend dépend, de je la pense personne, aussi ouais. du feeling, comment ça se passe la relation. Enfin, voilà quoi. Mais c'est clair qu'il faut y aller step by step, je pense, parce que la mentalité en France, elle n'est pas encore hyper prête pour ça.
Et voilà, mais je pense à partir du moment où tu prouves un peu ta valeur et tu leur fais pas trop peur dès le début, ça peut bien se passer. Moi, par retour d'expérience aussi, j'ai vu ça, c'est que certaines structures, quand on a l'information qu'elles ont 30-40% de freelance, déjà, elles ont compris, elles ont déjà l'esprit, donc c'est plus facile. Ouais, c'est La sûr. structure que tu prospectes et qui a pas de freelance du tout, qu'on a un ou deux, et que le freelance est à domicile, donc est toujours là, Mhm. ben, voilà, c'est comme si c'était un salarié pour moi. Même Ouais. s'il est, il est libre, mais bon, c'est quasiment le même statut, on va dire. Oui, c'est ça. Mm. Petite question par rapport à Bali, il y a combien de décalage horaire? Alors, il y a 7 heures l'hiver et 6 heures l'été. Donc, c'est quand Donc même pas rien. ça pose pas un problème quand tu veux discuter ou avec tes Ben, clients? encore une fois, c'est de l'éducation, c'est-à-dire que, en gros, moi déjà, je fais un call hebdo avec mes clients systématiquement. Donc, bah, à chaque fois, en fait, c'est le matin pour eux. Et en fait, c'est toi qui le cales. Donc, ça pose pas de problème à partir du moment où tu cales dans leur agenda et qu'ils sont dispo. Et après, bah, tu leur dis, moi, je suis joignable jusqu'à midi, 13 heures max. Et par contre, après, c'est mail, WhatsApp et voilà. Et en fait, ils s'adaptent hyper bien et ça se passe très, très bien. Après, l'important, c'est de délivrer, on va dire. Si tu délivres souvent, Délivrer, bien s'organiser, être disponible. Tu vois, quand il y a une urgence, pas hésiter à décrocher ton téléphone, même s'il est 23 heures, ça peut arriver, tu vois, de manière très épisodique. Mais en fait, si tu te montres disponible, volontaire, que toi, tu honores les deadlines et que tu es sérieux, honnêtement, le décalage horaire, c'est vraiment pas un problème. d'accord. Donc actuellement, tu as combien de clients? Alors actuellement, j'en ai 3 et ça peut m'arriver de prendre des missions ponctuelles si on me contacte. Ouais. Et donc, c'est du freelance long cours, comme tu dis. Ouais, 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 exactement. Exprime un peu, enfin, explique c'est quoi le freelance long cours. Alors, c'est un accompagnement sur le long terme, comme si en fait je faisais partie de l'équipe de l'entreprise, sauf que je suis sur pas un temps plein et des missions spécifiques. Et c'est un accompagnement forfaitaire mensuel, quoi. Donc, sur des missions de communication. Et donc, toi, tu es toujours au forfait mensuel, t'as pas Parce que moi, bon, je t'ai parlé un peu de ce que je faisais aussi, tu pas de partie variable. Non, par contre, mon client principal, là, il m'a donné des parts de la boîte. Donc, du coup, Ah oui? ouais, ça revient un peu au même. Enfin, Et c'est une belle boîte? alors, oui, oui, Enfin, tu bon, peux pas dire non, mais oui, oui, non, mais enfin, après, si j'ai pris des parts, c'est que je crois au projet à fond. Et en fait, je trouve ça assez on cool t'a aussi donné des parce parts que, ou t'as acheté des parts? non, on m'a donné. On m'a Waouh, donné un ça, pourcentage c'est de énorme. l'entreprise, donc ça, Ah, c'est tu vraiment être sympa. très forte alors. Bah, en fait, je me suis mis à fond dans la boîte et je pense que le dirigeant apprécie mon implication et ma détermination et le projet me tient très à cœur et je me vois sur le long terme avec eux. Donc D'accord. voilà, et je trouve ça assez chouette en fait de pouvoir le faire en toute indépendance, donc avec le statut freelance, et pour autant de participer à une aventure entrepreneuriale où j'apprends énormément des deux fondateurs, sans pour autant avoir moi à prendre des risques pour monter une affaire. Enfin, tu vois, j'apprends énormément en fait dans cet écosystème-là avec eux, malgré le fait que je sois libre et que je puisse avoir des missions à côté. En fait, c'est idéal pour moi comme système parce que j'ai quand même l'impression d'appartenir à une entreprise, une aventure, quelque chose et en même temps d'avoir mon côté électron libre où j'apporte d'autres choses à côté et ça me nourrit énormément. Et tu fais en tout, parce qu'on a parlé de liberté au début, je pense que tu as dû cravacher comme tout le monde. Tu fais actuellement combien d'heures? Tu bosses combien de Ouh temps? là là, non mais honnêtement, je passe mon temps à travailler. Ah Donc, ouais? je suis forcée à prendre mes week-ends. Donc maintenant, je travaille pas les week-ends, sauf urgence ou sauf mission ponctuelle où je dois bah, du coup travailler plus. Donc ça se passe le week-end. Mais sinon, la semaine, franchement, je bosse du lundi au vendredi de aller 8 heures à 8h, 8h30 à 19 heures quoi. Et je mange Donc devant l'ordi. Donc, plutôt nomade digital, mais plutôt comme tu aimes ce que tu fais et que tu es libre. ouais, ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est pas gênant parce en off, je te parlais moi d'une situation que j'ai eue il y a un an où je devais faire 3 heures aller-retour tous les jours. Bah, si Ouais. tu comptes les 15 heures que tu fais, tu pourrais les reporter ailleurs. Ah, mais c'est clair. Donc, c'est pas si mal. Et surtout quand tu aimes ce que tu fais, t'as pas l'impression de bosser, tu allumes le PC, bah, tu fais le boulot naturellement, quoi. Il y a rien de... Ouais, complètement. Et puis moi, j'inclus aussi dans mes heures de travail tout le côté un peu développement. Donc, je fais beaucoup de veille sur les sujets que j'aime bien. J'écoute des podcasts. Enfin, je compte un peu le temps de formation, entre guillemets, dans mes heures de travail, parce que tout s'alimente et tout va ensemble. Donc, je fais un peu tout ça la semaine. Et puis, ouais, le week-end, effectivement, je me force à faire autre chose, retrouver un lien un peu plus matériel avec le monde. Et être plus ouais, voilà, dans la nature. En plus, Bali, on a quand même la chance d'avoir des paysages incroyables, la possibilité de faire des petites escapades et tout, hyper sympa. Donc,
Bon, Ouais. tu me redonnes la motivation d'y aller, là, je vais trouver une solution. On va parler juste un peu de finance parce que j'avais fait une interview il y a presque un an avec Yann Lenen, qui est plutôt spécialisé dans le freelancing aussi. Et Mhm. donc, nous, on avait cette question et ce truc qu'on se dit que si on dépasse pas les 450 euros, 500 euros par jour en TJM, c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que Ouais. toi, tu es dans ce cas-là? Est-ce que donc d'abord, tu es toujours auto-entrepreneur, tu as une micro-entreprise ou est-ce que tu es passé en SASU ou autre? Je sais pas. Non, non, moi je suis toujours micro-entrepreneur. Côté finance, pour l'instant, j'ai pas, enfin j'ai un salaire mensuel qui est en gros net entre 2000 et 2500 € à Là, date, tu parles du salaire ou de que l'encaissement je global? touche, que je touche en Donc, net. ton TJM, alors? Bah, c'est au mois, donc Non, parce que souvent, voilà, on confond, mais le TJM, c'est pas ton salaire, parce qu'il faut que tu retires, souvent, on se paye entre 30, 40%, 50% de ce que tu touches, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des frais à payer à part. Et c'est pour ça que c'était important de la question, savoir si tu es en France ou pas en France. Parce que si tu n'es pas en ouais. France, bah, Non, non, moi c'est je plus suis facile. pas. Oui, oui, c'est plus facile. Moi je suis pas en France. J'ai pas vraiment ce truc de TJM parce que je fais des forfaits mensuels pour mes clients. Oui, mais tu m'as dit que tu étais imposé en France. Oui, 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 mais ça rentre pas en compte le TJM quand tu es imposé en France. Non, mais si demain tu fais une déclaration d'impôt, comment tu comptes? Comment tu fais? Bah, je déclare ce que j'ai facturé Et et donc, toi, alors, imaginons que tes clients te donnent, on va dire, on parle en chiffre d'affaires, te donnent en chiffre d'affaires, ils te donnent 10 000 euros par mois, tu vas te payer 10 000 euros. Pour toi, ce que te paye ton client, c'est ton salaire. euh, en net, oui, oui. D'accord. Après, je compte mes frais à côté, hein, mais disons que à date, c'est mon mode de fonctionnement, mais évidemment, c'est pas forcément l'idéal. Et donc, ouais, parce que, oui, voilà, en général, on demande de mettre au moins 15 ou 20% parce qu'il y a des frais à payer, des charges, on va dire. Euh, d'accord. Et en micro-entreprise, donc tu déclares sur le site Ouais, auto-entrepreneur. D'accord. ouais. Et donc, automatiquement, ils prennent à chaque fois entre 10 et 15%. Oui, oui, mais là, je te parle en net, donc c'est sans les taxes URSSAF, en fait. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça, quand il faut que ce soit clair pour les gens, parce que nous, ça nous paraît clair, mais c'est pas clair automatiquement par rapport à ce que, disons que quand ton En fait, TGM est... quand je facture, c'est du brut, et après, Voilà, ce que je voilà. touche en net, c'est pour ça que j'ai précisé net, je touche entre 2000 et 2500 € par mois net, en gros. Net Donc, je vais d'URSSAF. reprendre, tu te payes 2500, voilà, ok, bon, Voilà. c'est clair. Désolée. Et ça rassure, non, ça rassure certains, parce qu'on peut se dire pourquoi l'intérêt d'être freelance et de bosser autant, parce que toi, tu bosses bien. Est-ce que donc, Ouais, mais je vois ça comme un work in progress. Là, tu vois, j'ai choisi aussi d'accompagner un client sur le long terme qui est une PME et qui est voué à se développer. Et du coup, j'ai des parts. Enfin, l'idée, c'est que d'ici effectivement 2, 3, peut-être 5 ans, ben, j'arrive à un chiffre d'affaires qui soit beaucoup plus gros parce que la boîte aussi sera en pleine explosion et je lui souhaite, tu vois. Mais du coup, on verra comment ça va évoluer. et en plus, tu as 2500 en vivant une bonne partie du temps à Bali. Donc, Ouais, tu alors dépends peut-être moins. après, bon, faut aussi relativiser parce qu'il y a quand même les prix des visas. Je rentre en France tous les 3 mois, donc il y a les billets d'avion. À chaque fois, c'est quand même 800 € aller-retour. Je paye ma mutuelle quand même. Enfin, tu vois, j'ai quand même des frais Et qui c'est sont. aussi pour ça que je te posais la question par rapport à ton statut. Parce que moi, actuellement, mon rêve, c'est, enfin, j'espère que ça va être bientôt, Ouais, de repasser en SASU, pas en micro, parce que moi, j'aime pas la micro-entreprise, mais c'est d'accord. personnel, pour récupérer la TVA. Donc, tu prends tous les frais, et donc, les Ouais, voyages, tout ça, tu récupères la TVA. Et donc, c'est l'avantage d'avoir une structure où tu peux dépasser un petit peu, ou plutôt, en général, autour à l'année ouais. de Bah 80 écoute, 100 000. comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la partie administrative n'est pas mon fort, donc effectivement, il faudrait que je me penche là-dessus. Oh, je crois qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, malheureusement. Après, ouais, c'est aussi l'avantage que quand tu es en SASU, tu es obligé d'avoir un comptable. Donc, le comptable, il ne connaît pas Ah tout, ouais, mais il va te donner plein d'informations et tu es obligé donc d'avancer, de faire des calculs d'avance. Dire, voilà, je vais me payer tant, ouais. je vais récupérer ça en TVA, enfin, de faire des calculs. Non, non, Mais mais effectivement, ce serait nécessaire que je m'intéresse à ça. Mais j'avoue que pour l'instant, en fait, ça a été tellement un work in progress depuis 2 ans que j'ai pas du tout pris le temps de me poser la question de tous ces trucs-là. Mais ce serait pas mal, effectivement, que je m'y mette un jour ou l'autre. donc là, on va parler du hub. Donc, tu as créé un hub, c'est ça? Je me trompe pas? Ouais, bah Donc, parle-moi un peu de tout ça, ouais. en fait, quand j'ai commencé à travailler à Bali, j'étais vraiment super contente bah, d'avoir trouvé cet endroit de rêve, travailler sur mon ordinateur, dans les petits cafés sous les palmiers. Enfin, voilà, c'était génial. Mais pour autant, je me suis assez vite sentie isolée et ça me manquait énormément ce côté écosystème social comme tu peux avoir en entreprise, les collègues avec qui tu échanges sur les projets, tu bosses en groupe, etc. Et en fait,
je me suis assez vite sentie seule, d'autant plus que du coup, je voyais pas mes clients parce que en étant à distance, tu passes tes journées un peu tout seul devant ton ordi. Et du coup, je me suis dit, bon, ce serait cool que je recrute une stagiaire pour m'aider, et puis comme ça, je ne serai pas toute seule. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à ce moment-là, il y a une autre nana qui s'est greffée à nous, et je les ai fait bosser toutes les deux sur mon client principal. Et du coup, j'ai retrouvé ce côté, j'ai 2 collègues avec qui je partage mes projets, et en fait, je leur donne, moi, des missions, donc en plus, ça leur fait des clients en plus. Moi, ça me permet de travailler avec d'autres personnes et de partager autour des projets. Donc, c'était génial. Et je me suis dit, ce serait cool de pouvoir proposer cette prestation-là à potentiellement d'autres clients et se faire bosser les uns les autres. Parce que souvent, tes clients, ils te demandent, ah, tu connaîtrais pas quelqu'un qui sait faire ça, qui sait faire un site web, qui sait faire du SEO, qui sait faire du machin. Soit c'est oui, et dans ce cas-là, tu mets en relation avec un freelance que tu connais, dont tu sais qu'il travaille bien, qu'il a des bonnes compétences et tout. Soit ton client, il va être obligé de chercher sur les plateformes. Enfin, tu vois, du coup, c'est un peu galère. Et je trouvais ça cool justement d'avoir un petit collectif de free où on puisse tous se mettre un peu en relation les uns avec les autres, notamment sur ce côté cooptation auprès des clients, mais en plus pour bosser ensemble, se réunir, aller bosser ensemble dans les cafés, se soutenir quand on a un souci. Tu vois, il y a eu des cas de clients qui ne payent pas, des problèmes de vol, des problèmes d'assurance. Donc à chaque fois, c'est trouver un peu un cercle de soutien et de conseils. Et du coup, j'ai assez vite élargi à d'autres freelances qui sont soit à Bali, soit en France et souvent nomade et un peu toujours autour un peu de la culture surf, etc. Et voilà, et ça a bien pris parce que je pense que tous les freelances vivent un peu ce côté un peu isolement, solitude. Je pense que c'est chouette pour tout le monde de se retrouver dans une communauté de valeurs et de se sentir appartenir à quelque chose. Donc voilà, l'idée. Donc, si les gens sont intéressés, donc c'est le Ouais, hubnomade.fr, c'est le ça? hub nomade, ouais, c'est ça, Parce que tu as du mal à faire exactement. ta pub, hein, parce que tu n'as même pas toujours cité ton site, tu l'as cité qu'une seule fois. Donc, margoroux.fr. Oui, je suis pas très pub, margoroux.fr. moi, tu sais. Pourtant, tu es dans la communication. Bah oui, oui, oui. Mais du coup, plutôt plus personal branding que publicité. Et D'accord. du coup, j'attire des gens qui me ressemblent et qui me disent. Enfin, tu vois, j'ai un peu du mal avec ces trucs d'auto-promo permanent, donc je préfère créer du contenu authentique et puis me dire, bon, si ça attire des gens, c'est que ça C'est que touchera ça les marche. gens et ce sera les bonnes personnes qui viendront vers moi. Voilà. En tout cas, je mettrai tous les liens dans le show notes pour ceux qui veulent te suivre ou venir au hub. Le hub, il est à quel endroit? Il est nulle part, en fait. Il y a des gens qui sont un peu partout et du coup, on a un groupe. Ah, donc c'est un hub en ligne, alors c'est pas un hub. Ouais, on a un groupe en D'accord, ok. ligne, mais après, l'idée, c'est dès qu'on est au même endroit de se retrouver. Il y en a pas mal qui sont à Bali, il y en a pas mal dans le sud-ouest, il y en a quelques-uns à Paris aussi, donc D'accord. ça crée des synergies. Et puis, comme je te disais, on est tous un peu tout le temps en vadrouille, donc quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux retrouver d'autres gens. D'accord. Donc, avant que je passe aux questions, en fin de compte, que je pose à tous mes invités, comment tu dois évoluer? Parce que comme tu as dit, c'était un work in progress. Tu dois évoluer en tant qu'associé dans la structure là où tu es, enfin le partenaire, on va dire. Ouais, ouais, ça, je me vois bien évoluer. Après, pour autant, j'ai pas du tout envie de lâcher la partie freelance parce que j'adore ça et j'adore accompagner des chefs d'entreprise, des petits entrepreneurs euh, voilà, qui se lancent ou qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, plutôt du web marketing comme moi je fais, donc plutôt du coaching, peut-être affiliation, peut-être infoprenariat, parce que tu peux aussi créer un produit d'infoprenariat et vendre ça à ceux qui Ça, veulent. je le fais sur mon site. En fait, j'ai créé un e-book et des coachings pour les gens qui veulent devenir digital nomades. C'est ce que j'ai vu, ouais. Je les accompagne là-dessus. Après, j'ai pas forcément envie d'en faire une activité à temps plein parce que l'idée, c'était plus au départ de partager et tu vois, de donner un coup de pouce, mais sans que ça devienne vraiment mon activité parce que c'est pas mon métier, quoi. Je suis pas coach à la base, mais pour autant, enfin, je me dis, j'aurais bien aimé, au moment où je me suis lancée, pouvoir me reposer sur quelqu'un, avoir des conseils, être accompagnée, donc je le fais avec plaisir. C'est ce que juste que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah, ça, c'est un drôle de coaching. Mais bon, Bah, voilà, tu le fais en c'est, fin de compte juste pour le c'est... faire, quoi. C'est pas pour Ouais, faire c'est comme. ça. C'est Voilà. pas pour faire du fric, hein, clairement. C'est plus pour aider les gens. Et d'ailleurs, j'en fais pas énormément, hein, c'est assez ponctuel. Donc voilà. Mais oui, oui, l'idée, c'est d'évoluer davantage donc chez mon client principal qui s'appelle Chacun son café, qui est une boîte de café, solutions café éthiques et responsables pour les entreprises et les particuliers. Et, Enfin, tu l'as euh, et cité. Même eux, t'as du mal à faire leur pub. Chacun son ouais, café, je mettrai le lien aussi. ouais, ouais, ouais. Et, du coup, voilà, ils sont anti-capsules depuis 2005. Moi, j'ai été confrontée à la pollution plastique à Bali, le single use, et franchement, ça m'a dégoûtée. Et du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir faire partie d'une entreprise qui se bat là-dessus avec des vraies valeurs. Et aujourd'hui, on est en train de développer de beaux clients B2B, donc c'est vraiment chouette.
Du coup, je vais continuer à fond là-dedans. Et puis, voilà, à côté, effectivement, continuer de développer le hub nomade, d'explorer le futur du travail, de rencontrer des freelances. Parce qu'à Bali, ça, c'est ce qui est génial, c'est qu'il y a un vrai écosystème d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de freelance dans plein de domaines. Et c'est des gens qui ont 10 000 projets en même temps. Enfin, on est dans une émulation qui est juste hyper motivante, qui nourrit énormément. Et voilà, et du coup, je pense que Bali est un super endroit pour moi, en tout cas en ce moment, très épanouissant, donc à voir par la suite. Mais voilà où j'en suis en tout cas maintenant, et j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Bon, ben merci pour toutes ces bonnes informations. Je vais te poser donc maintenant 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Même Ouais. si toi, tu vas me dire je travaille indépendant, je te considère comme une entrepreneuse. Quel est le business dont tu rêves à part celui-là, ce que tu fais actuellement? Alors, mon rêve ultime, ce serait la réunion de tout ce que je fais aujourd'hui. Ce serait d'ouvrir un lieu un jour qui réunisse le hub avec co-living, coworking, qui réunisse chacun son café avec une partie coffee shop, éthique évidemment, une partie concept store, pourquoi pas, pour valoriser des petites marques qui sont éco-responsables et anti-plastique, single use, et que tout ça se réunisse dans un même lieu, voilà, autour de ces valeurs-là, quoi. Bah, il faudrait que tu écoutes l'un des premiers podcasts que j'ai fait, dans les 10 Ouais, premiers, je crois que j'ai fait avec Rémi Roulier, qui est souvent à Bali en plus, d'accord. et qui lui est pareil, qui rêve de créer plutôt, lui c'est plutôt une école de formation et de web marketing et de conférences là-bas. Ouais. Et il est pas mal, il en parle, donc si tu as le temps d'écouter, Ok, bah ouais, avec voilà. plaisir. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent le réécouter. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Investisseur, on n'a pas parlé d'investissement, je ne sais pas si tu as investi un petit peu déjà. Non, moi Bah, si, si, tu as investi dans chacun son café. Ah bah oui. Oui, oui, on va dire ça. Donc tu disais meilleure expérience? Ouais, en tant que freelance ou entrepreneur, ouais. Bah, ça a été chacun son café, clairement, hein. Franchement, comme quand je te disais, c'est le dirigeant qui m'a contacté sur Malte pour une mission. En plus, c'était du SAV client, donc en plus, tu vois, j'aurais pas été en galère, j'aurais refusé. Au final, ça a été un énorme coup de foudre professionnel. C'est un mec génial, c'est devenu mon mentor. Comment Et il depuis, s'appelle? Marc Guzils. Margui, voilà, on fait sa pub. Ouais. Et il a bossé chez notamment Yves Saint-Laurent pendant 20 ans. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très bon en marketing, en concept, en stratégie. Et il me tire vraiment vers le haut depuis 2 ans. Et on est en train de faire un super projet avec chacun son café. Donc, Bon, bah, tu diras de venir faire la pub de chacun son café, pas d'entrepreneuriat chez nous, pourquoi pas. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? le meilleur levier, tu veux dire ressources internes Comme ou... tu veux. Souvent, les gens les bloquent. Donc, j'hésite toujours à changer la question parce que souvent, les gens bloquent par rapport à ça. Donc, Ouais. comme tu veux, levier interne ou hors levier Non, moi interne, je comme tu veux. dirais, ce qui manque beaucoup dans notre société, chez les gens, c'est écouter son instinct. Ça, pour moi, c'est le truc numéro un quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, dans quelque chose que tu fais avec le cœur. C'est toujours garder ça en tête et suivre ce qui se passe dans tes tripes, quoi. C'est la meilleure boussole. On l'a bien compris par rapport à ce que tu as dit au début. Donc, c'est vraiment important, Oui, savoir s'écouter et se connaître aussi. ouais. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Oula. Ah purée, il y en avait un génial de philosophie. Je sais plus comment il s'appelle. Il faudrait que je te retrouve le Ah, moi, titre. je suis preneur parce que j'aime bien la philo. Ouais. En fait, c'est un bouquin de philo sur la liberté. Et en fait, ça m'a vachement parlé enfin, je l'ai lu quand je me suis lancée. Et il est vraiment génial. Je vais te retrouver le titre. Mais Maintenant, là, ou pas? Tu googles? là, tout de suite, non. Bon, ben, je mettrai le lien dans le show notes. Ouais. Et comme ça va forcer les gens à les relire sur l'article. Magnifique. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Eh ben, écoute, si je pouvais être un peu plus dégourdie au niveau financier administratif, je pense que ça m'aiderait pas mal. Bah, surtout toi qui est freelance, après, moi, j'ai pas trop vérifié, parce que avant que toi, j'avais des entretiens avec des freelances, que là, j'essaie de vraiment de grossir mon équipe. Ouais. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a des freelances qui font logiquement peut-être de la compta et tout ce qui n'est pas passé, donc peut-être prendre une personne qui prend 2 heures par semaine, te faire ta compta Ouais. et tous les conseils juridiques, même si, bon, en général, ces postes-là, c'est rare, mais bon, c'est plutôt du haut de gamme et en général très cher. Parce que c'est Mm. quand même des conseils assez importants, mais pourquoi pas. Ou sinon, je t'ai dit, si tu changes de statut, moi, mon partenaire, c'est Clémentine Compta. Et Mhm. je paye un truc comme 99 euros, 90 euros par mois, je crois. Et Ok. puis pareil, tu as des conseils, hein, tous les conseils que tu veux, tu demandes. Et puis voilà, après, bon, le comptable D'accord. Bah, c'est bon à savoir. le comptable n'est pas juriste, mais bon, il a quand même des infos. Il s'y connaît un Oui, petit c'est peu. clair. Non, non, mais il faut que je me penche là-dessus. Ça, Sinon, tu écoutes le podcast L'Entrepreneur à la parce que des fois, j'ai des avocats. Et dans une semaine, j'ai encore une avocate. Donc, on va parler un peu INPI, la marque et tout ça. Donc, voilà. Mhm.
Ok. Donc ça peut servir. Donc Margot, merci, grand merci. Et bah, merci à toi pour m'avoir invité et c'était très cool d'échanger avec toi. Merci, je te dis à bientôt. Ouais, salut. Ciao. C'est fini donc pour l'épisode 99 avec Margot Roux. Donc j'espère que ça t'a motivé. Si toi tu es actuellement salarié, tu as du mal à te lancer, il faut que tu devenir entrepreneur. Hein. C'est des fois assez difficile pour certains. Et puis dans tous les cas, l'entrepreneuriat, tu le sais, c'est risqué. Donc le freelancing, c'est l'étape entre les deux pour moi. Tu peux même rester freelance toute ta vie. Il y en a qui le font, qui sont assez heureux. Après, il faut juste monter peut-être à des niveaux assez importants si tu restes vivre en France. Et comme tu le vois, Margot est entre les deux. Hein. Elle est toujours entre aller-retour entre la France et Bali. Mais tu peux aussi donc faire comme elle l'a expliqué. Certains donc sont tout le temps à l'étranger, ne sont plus même considérés comme français fiscalement, on va dire. Donc après, c'est un choix. Donc pour aller te renseigner, donc tu peux aller donc sur le site donc de margotroux.fr ou sinon donc t'inscrire sur le hub, donc le hub HUB nomade, nomade.fr, donc le hub nomade, pour t'inscrire, te renseigner, rentrer dans cette communauté et pourquoi pas donc devenir nomade digital. Sinon bien sûr tu as toujours donc le lien dans le show note de la formation que je te propose pour devenir tout simplement freelance ou nomade digital. Je te dis donc au prochain épisode, donc avec donc un invité, on va parler dans le fond du cerveau pour être précis. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.